L'Afrique, comment réagir face au changement climatique? Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine. Alors aujourd'hui, je serai entourée pour traiter ce sujet de Yannick Fournier. Vous êtes ingénieur financier et écrivain. Bienvenue à vous. Merci Aïssatou et à vous et à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Avec plaisir. On continue avec Dr Cher. Vous êtes urbaniste. Bienvenue à vous, Dr Cher Cissé. Bonjour Aïssatou et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on parle du changement climatique. On sait que l'impact est énorme sur le continent africain ayant des conséquences à ne pas négliger. Surtout, on ne peut plus négliger. Le moment est arrivé d'agir et de réagir même. On va en parler dans un instant avec nos deux invités. Mais avant, place à la fameuse carte blanche. On vous donne la parole. Vous vous adressez aux téléspectateurs. On en débat ici sur le plateau de Vox Live. Alors, on va commencer par vous, cher Cissé. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs? Alors, merci Aïssatou. Alors, je viens juste du Sénégal. Je viens d'arriver, il y a 2-3 jours. Donc, il y a une chose qui m'a frappé au Sénégal. C'est la question de la digitalisation. Alors, la première remarque que j'ai faite quand je suis parti au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font du commerce en ligne, donc le e-commerce. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a en tout cas donné l'idée selon laquelle en fait les gouvernants aujourd'hui doivent appuyer ces jeunes justement dans le cadre justement de leur activité de e-commerce pour par exemple résoudre la question de l'emploi des jeunes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, alors ça a un lien avec ce qu'on débat aujourd'hui qui est la question du changement climatique. Alors, quand on fait du commerce en ligne, ça permet de gagner du temps, ça permet de ne pas se déplacer et ça permet tout simplement de réaliser des bénéfices, des gains, tout en restant chez soi. Et donc, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé et je me suis dit, pourquoi pas étendre cette dynamique dans d'autres secteurs comme la santé, le e-santé, ou en tout cas dans d'autres domaines. Et ça permettrait justement de résoudre beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les pays africains. On est totalement d'accord, mais comment le e-commerce se matérialise? Parce que c'est vrai qu'une des problématiques, c'est les expéditions, la logistique. Oui. Donc là, vous parlez de quoi comme type de e-commerce? Alors, c'est toute une chaîne. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de jeunes font des annonces sur WhatsApp, sur Instagram, etc., les réseaux sociaux. Et en tout cas, pour livrer leurs commandes, ils font appel à des mototaxis, donc qui aussi créent beaucoup d'emplois en fait, au niveau des jeunes, parce que les jeunes, la plupart des jeunes, par exemple, à Dakar, font ce business-là. Et justement, ça crée une chaîne. Alors, le mototaxi qui délivre justement le colis qui a été, on va dire, commandé par quelqu'un d'autre, une fois à destination également, celui qui achète, il gagne du temps, il peut ne pas se déplacer et donc voilà, ça crée toute une chaîne de valeur, quoi. On reste dans du local, c'est-à-dire je suis à Grand Yoff et j'ai besoin de quelque chose à Parcelles-Arseny. Oui. Donc là, effectivement, donc, le mototaxi peut me ramener mon colis. Tout à fait. Ça reste local. On est d'accord qu'on n'est pas dans une dynamique internationale, voire régionale. Oui, alors ça reste local ou parfois même régional. Parce qu'on peut quitter, par exemple, Dakar. Bon, ça reste dans la même région, mais en tout cas interurbaine, quoi. Une relation interurbaine. On peut quitter Dakar et faire une livraison à Rufisque, ou même un peu plus loin, à Thiès, ou je ne sais pas, à Dias. Et donc ça crée une nouvelle dynamique, en tout cas, qu'il faut encourager. Et ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les villes. C'est très intéressant. Et pour le coup, moi, je vous pose des questions parce qu'il faut voir plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, ça reste national en tout cas, et non international. Parce qu'on sait très bien que sur le continent africain, une des plus grosses problématiques, c'est la logistique. Comment faire qu'un colis parte de Bamako pour arriver, je ne sais pas, à Abidjan, etc., etc. À part les personnes qui me prennent des bagages et qui, avec tous les risques qu'il peut y avoir, mais ça reste compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas de sociétés. Il y en a, je crois, il y en a quand même de grandes sociétés qui arrivent à gérer donc ces flux. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut encourager cette dynamique. Il faut appeler aux investisseurs à venir investir dans ce secteur, qui est un secteur très florissant. Bien sûr, qui se développe partout dans le monde. Et encore une fois, ça permet de régler beaucoup de problèmes pour moi.
Alors, on parle de déplacements polluants, on parle des problématiques liées à la pollution, tout ça. Je pense que si les gouvernants avaient une vision assez, on va dire, prospective, ça permettrait justement d'anticiper, ça permettrait de proposer des investissements. Bien sûr, on parle même de développement économique d'un continent. Tout à fait. Yannick, qu'avez-vous à dire? Forcément, ça vous parle. Oui, bien sûr. Le e-commerce, justement, c'est la mode depuis que Amazon a révolutionné ce secteur d'activité. Donc, la livraison en ligne, on a justement des géants qui sont développés partout dans le monde. Et je crois que l'Afrique ne fait qu'emboîter le pas. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment un facteur de croissance parce que la consommation est le plus souvent liée à la disponibilité du bien. Donc, lorsque vous souhaitez acheter quelque chose, si pendant 2 jours, vous n'avez pas ce bien accessible à vous, vous pouvez finir par ne plus l'acheter. Or, tant que vous pouvez, entre 2 réunions, commander sur WhatsApp, ça fait que vous consommez le bien à l'instant. Donc, en Afrique, c'est un facteur de croissance dans lequel il faut justement investir, non seulement pour stimuler la consommation, mais également créer des emplois pour des jeunes, parce que ça crée dans toute la chaîne. On a des nouveaux jeunes, même la petite industrie, parce qu'il y a cela quelques années, pour pouvoir distribuer ces produits, il fallait avoir une grande surface où justement ça demandait des coûts énormes. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un bon produit qui est bien fait, on l'expose en ligne et on peut le distribuer sans avoir besoin d'avoir une grosse boutique, un gros point de vente. Bien sûr. Ce qui était impossible il y a quelques années. Donc, c'était un gros segment de marché à développer. Je pense qu'il faudrait que les États africains y investissent davantage. Vous avez parlé d'Amazon. Aujourd'hui, est-ce que Amazon est capable de livrer sur le continent africain? À mon avis, non. Non. Et c'est problématique quand même. C'est-à-dire que c'est lié à 2024. Oui. Ils peuvent livrer, mais à travers des proxys, des représentants. Parce que eux, même ça, c'est compliqué. Via des filiales. Mais Amazon en tant que tel, je ne pense pas. Parce que déjà, la FNAC, je connais des filiales de la FNAC en Afrique parce qu'il y a des représentants qui prennent la marque et qui se portent garant de la représenter. Mais Amazon, vu sa taille, justement, il faudrait que... Je crois que tout est possible, rien n'est impossible. Bien sûr, bien sûr. Qu'il faut s'appuyer sur des partenaires. On a des gens, par exemple, comme Jumia, sur lesquels Amazon aurait pu s'appuyer. Donc, on a pas mal à faire de start-up locales qui, si elles sont crédibles, pourraient amener Amazon à... Et pourquoi on parle au conditionnel? C'est-à-dire, pourquoi ce n'est pas déjà fait? C'est pas fait parce qu'en Afrique, le e-commerce rencontre pas mal de difficultés. Surtout parce qu'il y a beaucoup de... Étant donné qu'il n'y a pas de contact direct entre l'acheteur et le produit, parce que lorsque vous allez au magasin, vous prenez le produit, vous l'observez, si vous convainc, vous l'achetez, sachant que, ok, au moins le contact physique est fait, mais sur la vente en ligne, l'absence de ce contact, ça fait qu'il y a beaucoup de réticence, c'est-à-dire qu'au niveau des mœurs, on n'est pas encore dans et on est encore dans l'informel aussi. Des fautes aussi, oui, parce que si vous voyez parfois, il y a des sites, par exemple, qui se développent en Chine, où le produit en ligne, il est tout beau, mais ce qu'on vous livre, je vous assure que ça laisse à défaut. C'est comme le jour et la nuit, quoi. Moi, j'ai eu acheté un produit que je n'ai jamais porté, c'était un vêtement. Parce que ce que j'ai vu et ce qu'on m'a livré, c'était le jour et la nuit. Donc, on a encore ce problème de qualité des produits qui sont livrés, donc de crédibilité des acteurs du e-commerce qui rend encore cette activité difficile au niveau de l'Afrique. Et comme vous dites, il y a encore plein de barrières quand on parle de bancarisation aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète en ligne, il faut mettre une carte bancaire, etc. etc. Et ce n'est pas tout le monde qui a cela. Alors, moi, je pense que... il y a une dynamique qui est déjà là, qu'il faut encourager. Par exemple, quand on parle de moyens de paiement, aujourd'hui, il y a Wave, il y a, je ne fais pas de la publicité, il y a Wave, il y a Orange, etc., Orange Money. Et moi, je me rappelle quand j'étais au Sénégal, il y a quelques jours, la plupart de mes transactions, c'était via Wave, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est un secteur aussi qui aide beaucoup les commerçants. Ouais, c'est les commerçants. En tout cas, pour les transactions et tout, quoi. Mais le problème que j'aimerais souligner, c'est la question de l'informalité. Parce que toute cette chaîne de valeur-là, parfois, elle est informelle. Parce que les mototaxis qu'on appelle tchak-tchak au Sénégal, tchak-tchak, ça veut dire vite fait, ne sont pas déclarés, ils n'ont pas d'assurance, etc. Et généralement, il y a le policier de circulation qui pointe, qui encaisse, voilà, etc. Et donc, forcément, ça nécessite un encadrement, ça nécessite un accompagnement, en tout cas de la part des autorités. La logistique, le e-commerce n'est pas
développer à la hauteur du potentiel qu'elle peut avoir, que le e-commerce peut avoir sur le continent africain. Ça, on a conscience. Et vous l'avez dit, c'est un secteur qui scie très bien aux jeunes, aux femmes, à la société dans son entièreté, mais c'est un volet important pour le développement économique du disons qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Oui, allez-y. Un autre point, en fait, c'est l'adressage, c'est-à-dire le fait qu'une ville ait des adresses précises. Bien sûr, il y a tout ça. On a beaucoup de villes en Afrique qui n'ont pas encore cela. Et c'est encore une fois un point sur lequel beaucoup de pays africains devraient prendre la référence sur le Rwanda, y aller, demander comment est-ce qu'ils ont fait, parce que c'est l'une des rares villes, on va te dire 2 rues. Et pour le coup, il y a la géolocalisation qui fonctionne plutôt pas mal. Oui, la géolocalisation fonctionne bien. Mais elle n'est pas précise. Les rues, en fait, les rues et les maisons, c'est pas numéroté. Donc, il n'y a pas d'adressage bien fait, de cartographie bien faite. Ça reste compliqué pour la livraison. Sur GPS, vous n'allez pas renseigner 2 rues, c'est pas quoi. Et il faut d'abord qu'on ait inclus ces données dans le GPS. C'est ça. En tout cas, il y a un grand manque à gagner concernant le e-commerce. Et c'est dommage. C'est ça que je voulais dire. C'est dommage. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut exploiter. Et contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, l'Afrique fait partie des continents les plus connectés. Donc ça, c'est un avantage comparatif. Les smartphones à bon marché, etc. Donc c'est des avantages comparatifs qu'il faut considérer et essayer d'exploiter et d'en tirer les bénéfices, quoi. Et je pense qu'on a des choses à mettre en place, non seulement dans le secteur du e-commerce, mais dans d'autres secteurs, la santé, l'éducation, etc. Oui, exactement. Et ça permettrait de créer une économie, pas forcément totalement digitalisée, mais en tout cas qui faciliterait la vie à beaucoup de citadins ou de ruraux, etc. On est d'accord sur ces points-là. Merci beaucoup, monsieur docteur Cheikh Cissé. Alors, on continue ces cartes blanches avec vous, Yannick Fournier. Merci Aïssatou. Ma carte blanche, ça sera sur l'affaiblissement des institutions internationales, c'est-à-dire l'ONU et tout ce qu'il y a comme institution de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, l'OMS. Donc on se rend compte en fait qu'avec le temps, les États ont de moins en moins du respect des principes de l'ONU, que ce soit en termes de droits de l'homme, que ce soit en termes de justice. On se rend compte en fait que c'est en train de s'effriter. Et pourquoi ça s'effrite, c'est qu'entre le temps, c'est-à-dire de la création de ces institutions à nos jours, il y a eu une sorte d'instrumentalisation de ces instruments, ce qui fait qu'à la fin, ce sont même les personnes avec qui on aurait pu reprocher pas mal de choses, qui ont contribué à ce qu'on les décrédibilise. Je prends le cas de la CPI, la Cour pénale internationale, qui au départ avait une bonne idée de pouvoir instaurer une cour où justement des cas de crimes contre l'humanité auraient pu être jugés. Aujourd'hui, on a décrédibilisé cette institution. Pourquoi? C'est clair. Pourquoi? Justement parce qu'il y a eu des incidents. Oui, il y a eu des incidents et surtout, elles visent une certaine partie de personnes. C'est-à-dire qu'on est plus sur des Africains qu'autre chose. Oui, mais lorsqu'on regarde aussi, dans la réalité, c'est aussi le coin du monde où il y a beaucoup de choses à se reprocher. Donc, statistiquement, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a un activiste, par exemple, camerounais, qui a été arrêté au Gabon et extradé au Cameroun sans respect d'aucun principe du droit international. Donc ça, ce sont des choses qui, il y a cela peut-être 15 ans, auraient pu attirer l'attention de la CPI. Mais aujourd'hui, on a justement asphyxié ces institutions ou bien décrédibilisé. Et on a l'impression qu'il y a certaines sortes de Far West qui est en train d'émerger. Et ça crée des guerres. Par exemple, si on prend le cas par exemple de la Russie, je pense que si ces institutions étaient encore fortes, peut-être le conflit aurait pu être réglé dans une organisation internationale. Mais vu qu'elles sont devenues faibles, chacun y va, quoi. Chacun y va au rapport de force direct avec la personne qui est en face. Mais ce que vous dites, ça reste quand même très problématique. C'est-à-dire que là, vous parlez de la Russie et de l'Ukraine, mais parlons même des conflits mondiaux. C'est très bien que la SDN, la Société des Nations, a été créée pour éventuellement empêcher qu'il y ait une seconde guerre mondiale. Bon, pour le coup, il y en a une, mais quelques temps après. Ensuite, il y a eu l'ONU. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? On tend vers ça, on tend vers finalement des guerres encore plus grandes. Justement, la dégradation justement de ces institutions de régularisation ou bien de régulation amène justement vers cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est le rapport de force direct qui l'emporte et ça peut facilement dégénérer. Et ça, il y a forcément des responsables, qu'ils soient actifs ou passifs.
Les responsables, c'est ceux qui ont justement contribué à ce que ces institutions, ceux qui ont voulu les instrumentaliser. Mais qui? C'est qui ceux-là? Bon, les puissances, les gros contributeurs. Bien sûr. Et à côté, il y a la responsabilité passive d'un pays comme la Chine, qui est devenue une puissance très importante, on va dire peut-être la plus importante, mais la seconde la plus importante, mais qui fuit ce sujet-là. Parce qu'ils ne prennent pas en compte que la puissance vient avec des responsabilités. C'est-à-dire, lorsque vous êtes fort, c'est à vous le droit de créer un peu de l'ordre autour de vous. On a des cas en Chine où ils ont peut-être des investissements et lorsqu'il y a le désordre, ils prennent les affaires, ils s'en vont. Ils ne cherchent pas à dire, bon, nous, en tant que responsables, on peut créer l'équité dans cette situation et un cadre d'entente. Donc, c'est ça, en fait, le rôle des puissances que la Chine refuse d'assumer et ça contribue à cette dégradation. Donc, il faudrait que les Chinois apprennent à davantage comprendre que la puissance entraîne des responsabilités. On a beau reprocher beaucoup de choses aux Américains, mais on se rend compte que les luttes d'émancipation ont été le plus souvent appuyées par les Américains, même les décolonisations en Afrique. L'Europe n'est pas partie de bonne volonté en ce sens. Et là, on parle de la Chine, mais moi je pense aussi que l'Afrique a aussi ses responsabilités. L'Afrique en tant que continent, elle peut parler d'une même voix et taper du poing en disant non, on n'acceptera plus ça, il faut arrêter ça. Donc on est d'accord. Est-ce que l'Afrique joue son rôle? Non, pas assez en fait, parce qu'il y a d'abord l'autodiscipline. Donc déjà au niveau de l'Afrique, il faut déjà s'autodiscipliner, apprendre à promouvoir les droits de l'homme, apprendre à promouvoir déjà la paix. Donc, je crois qu'il faut déjà qu'on fasse ça au niveau de l'Afrique, parce qu'on n'a pas vu, il y a cela quelques temps, avec le cas de l'AES, les gens étaient prêts à entrer en guerre, une guerre interminable et aux conséquences incalculables. Donc, il faudrait qu'on apprenne à prendre du recul à pas mal de sujets, y compris même avoir une autre justice en Afrique. Ça veut dire quoi? L'Afrique n'est pas une voix crédible à l'ONU? Non, elle ne porte pas assez parce qu'elle ne contribue pas assez. Ce sont les puissances contributrices qui orientent, parce que lorsque quelqu'un donne 10 milliards à l'ONU, il essaie d'orienter son usage. Il essaie de dire, ok, j'ai donné, mais voilà ce que je demande en retour. Donc il faudrait justement que l'Afrique, soit elle développe ses propres institutions, en lesquelles elles ont foi et respectent les décisions. Parce qu'on se rend compte justement que même au niveau de l'Afrique, pas mal de décisions de la Cour africaine de justice sont prises, mais ne sont pas respectées. C'est pour ça que je parle de voix crédible, c'est plutôt par rapport à ça. La crédibilité, elle est importante. Donc c'est une seule discipline qu'il faut que nous on développe et qu'on essaie de mieux. Sinon, je crois que dans les prochaines décennies, ça risque d'être beaucoup plus dégradé qu'à ce jour. Tout à fait. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ces institutions-là sortent de leur contexte. Par exemple, si on prend l'exemple de l'ONU, l'ONU a été créée après la Seconde Guerre mondiale dans le but de garantir la paix mondiale. Alors, l'ONU a été créée par des vainqueurs, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, etc. Enfin, ces pays-là qui ont le droit de veto, qui ont le droit de décider de ce qui doit se passer dans le monde. Alors, au nom de quoi, aujourd'hui, en 2024, ces 5 pays seulement continuent de décider de ce qui doit se passer dans le monde. Moi, je pense qu'il faut revoir cette institution-là et la mettre dans son contexte actuel, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut y inclure des puissances émergentes comme la Turquie, comme je sais pas moi, l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui est la première puissance européenne, même si elle a perdu la guerre. Moi, je trouve totalement absurde de dire que finalement c'est 5 pays seulement qui doivent décider en laissant de côté l'Allemagne. Bien sûr, de l'eau a coulé sous le pont et il est temps de s'adapter. Autre chose, par exemple, FMI, Banque mondiale, aujourd'hui, 1944, conférence de Bretton Woods, on essaie de dire que le dollar est la monnaie internationale de référence. On essaie la convertibilité des devises au niveau international, c'est le dollar, etc. Mais on n'est plus dans ce même contexte. Pourquoi continuer de fonctionner comme ça? Et moi, j'ai eu la chance de lire un livre de Joseph Stiglitz, qui a été prix Nobel d'économie, qui était, je pense, directeur du FMI ou de la Banque mondiale, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a expliqué dans son livre comment est-ce que ces institutions-là continuent d'appauvrir les pays pauvres, comme les pays africains. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de taper sur la table et d'essayer de dire qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut revoir ces institutions, il faut donner la chance à tout le monde. Il faut respecter les pays, on va dire, du Sud en général, notamment les pays africains, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut
partir sur une nouvelle dynamique, quoi. Et c'est urgent, pour le coup. Très urgent. Non, c'est très urgent parce que là, la dégradation, elle va vite. Hein. Ça peut aller très vite, c'est-à-dire que là, vous le dites, c'est pas pour faire peur aux téléspectateurs, mais une troisième guerre mondiale est presque à nos portes. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou... Attention. Alors, moi, je reste encore très optimiste, je vais dire ça comme ça. Il n'y aura pas de troisième guerre. Enfin, je ne suis pas catégorique. Pas comme les autres guerres. Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont des armes à destruction massive, quoi. Enfin, les armes qui existent aujourd'hui, il suffit que la Russie tape sa bombe nucléaire, c'est fini, ça n'est fini l'humanité, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme disait Pascal Boniface, un géopolitologue, il dit que si on a l'assurance, si on a, comment dire, l'arme nucléaire, on a une certaine assurance vie. Bien sûr, et c'est le problème de l'Afrique. On a cette force de dissuasion, et donc personne ne nous attaque, et on n'attaque personne. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette configuration-là, et il y aura des menaces, il y aura des frappes par-ci par-là, mais une guerre mondiale, pour moi, c'est impensable, quoi. L'humain est imprévisible, et je pense que les gens sont prêts à prendre ces risques-là. Il y a des gens qui... Voyons voir. On a un cas, on a des cas quoi, où des gens ne veulent pas lâcher. Quel que soit le cas, ils ne veulent pas lâcher, ils veulent aller jusqu'au bout, ils disent non, on ne peut pas lâcher, on ira jusqu'au bout. Et on préfère mourir que finalement lâcher. Exactement, c'est détermination. Et jusqu'à ce que quelqu'un fasse une mauvaise manipulation et que le premier court parte. Ou l'émotion prend le pas et finalement on appuie sur le bouton, entre guillemets, c'est parti. Moi je crois à ce que Raymond Aron avait dit, guerre impossible, mais paix improbable. Enfin, guerre improbable, mais paix impossible, pardon. C'est le contraire. Donc, ça veut dire, voilà, menace par-ci, par-là. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, qui vivra verra. Et comme vous l'avez dit, il faut dès à présent changer les choses pour qu'on puisse avoir un monde de paix. Espérons. Je me permets de dire plus ça. Pacifique. Plus pacifique. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, notamment du changement climatique. Comment réagir face au changement climatique qui sévit sur le continent africain. Donc, avant de parler de l'Afrique, on va parler du changement climatique en général. Oui. Le changement climatique a des conséquences graves et variées. En Afrique, certes, mais dans le monde en général. Donc, on va parler de ça. Donc, je vais vous laisser la parole, Dr Cherk. Si vous êtes urbaniste, alors, quelles sont les conséquences du changement climatique? Comment ça se manifeste aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Très bien. Merci pour cette question pertinente. Bon, avant de parler des conséquences et des manifestations, j'aimerais d'abord faire le constat. Le constat est simple, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique est devenu un phénomène mondial. Donc, c'est une préoccupation mondiale et c'est devenu un phénomène irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bloquer le changement climatique. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à vivre avec et d'apprendre à atténuer, en tout cas... Comment vous définissez le changement climatique? Alors, c'est vraiment des changements globaux dans beaucoup de secteurs, non seulement dans l'environnement, dans tous les secteurs de la vie, quoi. C'est des changements globaux. Alors, c'est-à-dire on voit des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. D'accord. Donc, et le changement climatique, généralement, quand on parle de changement climatique, le plus souvent, les gens, ils parlent de réchauffement climatique. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique. Ce n'est pas que ça, tout à fait. En fait, c'est un phénomène complexe, avec beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Alors, même quand on parle de réchauffement climatique, généralement, pour moi, le terme le plus approprié, c'est le dérèglement climatique. Alors, je donne un exemple. Par exemple, nous sommes au mois d'août. Bon, là, il fait chaud à Paris, d'accord, c'est normal. Mais à un moment, au mois d'août, à Paris, parfois, on pouvait avoir 7-8 degrés. Hein. Ça peut arriver. Ou parfois, en plein hiver, on a des températures très, très hautes, comme 25-30 degrés, etc. Donc ça fait partie des choses Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas normal. Normalement, au mois d'août, on doit respecter les saisons, si tout allait bien. Exactement. Au mois d'août, il fait chaud, en hiver, il fait froid. C'est ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Donc ça fait partie des manifestations du changement climatique. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène, en tout cas mondial, qu'il faut comprendre. Alors, justement, pour revenir un peu sur comment ça se manifeste, alors, il faut comprendre que le changement climatique se manifeste par des phénomènes extrêmes. Par exemple, d'un point de vue climatique, on peut avoir des températures très très hautes. Par exemple, si on compare, nous sommes le 16 août à Paris, le 16 août 2024, si on essaye de voir les températures d'il y a 50 ans derrière, il y a de très fortes chances qu'on ait une température beaucoup plus basse. D'accord. Donc, voilà, c'est le réchauffement climatique, mais aussi, en plus du réchauffement climatique, il y a l'aspect dérèglement.
Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai, c'est différent. Alors, il y a aussi, bon, la hausse des températures, il y a la question d'autres phénomènes climatiques comme des sécheresses fréquentes qu'on voit dans les pays du Sud, notamment les pays sahéliens. Alors, les sécheresses fréquentes qui entraînent d'autres conséquences comme la baisse des produits agricoles. Enfin, par exemple, parfois, on peut avoir une très forte baisse des récoltes, ce qui pousse les agriculteurs à quitter leur champ pour aller faire autre chose dans les villes, etc. L'exode rural, ou parfois même migrer et aller dans d'autres continents et trouver des conditions de vie meilleures. Alors, il y a d'autres phénomènes liés au changement climatique, la question des régions côtières. Oui. Alors, aujourd'hui, dans les pays ou dans les villes littorales qu'on trouve un peu partout dans le monde, la plupart des habitants du monde entier se trouvent, en tout cas les 70% des habitants du monde se trouvent au niveau des littoraux. Alors, la plupart de ces villes littorales sont aujourd'hui menacées par les régions côtières, donc liées à l'avancée de la mer, etc. Alors, il y a énormément de phénomènes aujourd'hui qui caractérisent ce changement climatique. Bien sûr. Et qui nécessitent aujourd'hui, en tout cas, des réflexions ou des actions. Des réflexions et des actions. Oui. Donc, on peut le dire, forcément, les téléspectateurs qui nous suivent ont peut-être vécu cela. On parle de tempêtes, de cyclones, on parle d'inondations. Exactement, les inondations. Oui. Donc, vous l'avez dit, sécheresse, désertification. Tout à fait. On peut parler aussi des impacts sur les écosystèmes de la biodiversité. Donc, forcément, avec le dérèglement climatique, il y a des espèces qui disparaissent. Exactement. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Exactement. Donc, la migration, on parle de la sécurité alimentaire. Forcément, ça a un impact sur la sécurité alimentaire, n'est-ce pas Tout à fait. En fait, déjà, le thème changement climatique, c'est un peu, je peux dire, un thème simplifié. Oui. Parce qu'en réalité, depuis que la Terre existe, le climat a toujours changé. Oui. Sauf que là, on assiste à une certaine accélération des cycles. Donc, ce qui fait que ce qu'on pouvait observer avant en 100 ans, aujourd'hui, on l'observe au bout de 10-15 ans. C'est ça. Donc, et ça, c'est brutal parce que lorsque les cycles changent, même les plantes s'adaptent. Même les plantes s'adaptent. Donc, du coup, lorsque le cycle est plus court, on ne sait pas encore si les animaux, en fait, si tout ce qu'il y a comme écosystème pourra s'adapter rapidement à ces changements-là. C'est ça. C'est pour ça qu'au cours de la vie de l'homme sur Terre, il y a des espèces qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, parce qu'il y a la sélection naturelle. Donc, chaque fois qu'il y a des grands changements, il y a des espèces qui soit disparaissent, soit apparaissent, soit mutent. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la sélection naturelle. Donc, même au niveau des humains, il y en a qui vont être sélectionnés pour les prochains cycles de climat. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites. Les plus résilients vont suivre. Les moins résilients vont devoir soit s'adapter, soit, je ne sais pas. Donc, c'est ce qui va se passer, même au niveau des plantes. Et si on regarde, par exemple, au niveau du désert du Sahara, les scientifiques disent qu'il y a plusieurs millions d'années, il y avait de l'eau au Sahara. Et là, il n'y en a plus. Donc, c'est les raisons pour lesquelles il y a du pétrole, parce que les pétroles naissent des sédiments et ça naît de l'entassement des différentes couches qui, au fil des siècles, deviennent du pétrole. Donc, c'est pour ça que les scientifiques disent qu'au niveau du désert, aujourd'hui, on a un désert qui est chaud, mais il y a cela des millions d'années, on a plutôt de l'eau et peut-être froid. Donc, globalement, tout ça change, sauf que ça accélère. Et de nos jours, on est beaucoup plus sensible à tout cela parce qu'on est beaucoup plus nombreux. D'accord. Donc pour le coup, on parle plus de, pour vous, on ne parle pas de changement climatique, mais d'accélération des changements climatiques. Et donc, quand je vous écoute, vous dites quoi? C'est que on n'a pas besoin de s'alarmer malgré la situation. On est plus connecté, c'est ce qui fait qu'on en parle plus ou parce qu'on est plus sensible à cela. Mais sinon, c'est pas normal de s'alarmer sur la situation. Si, on peut s'alarmer. Si, parce que si je prends juste le volet réchauffement. Avant, je crois que c'était 0,5 degrés, je ne sais pas si c'était les chiffres, 0,5 degrés par 100 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est revenu à 60 ans, quoi. Donc, tous les 60 ans, on a un réchauffement beaucoup plus accéléré qu'il y a de cela 3 siècles. D'accord, mais en tout cas, ça a toujours existé, mais ça s'est accéléré. C'est un phénomène irréversible, c'est-à-dire ça va arriver. Maintenant, la question, c'est de savoir comment s'adapter par rapport à ça. La réversibilité, il y a un proverbe qui dit... Rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. Lorsque la nature est déstabilisée, elle refait ses ajustements, sauf que c'est l'homme qui subit. Donc, lorsque, par exemple, il y a des ouragans, tout ça, en fait, la nature essaie de reprendre ses droits, mais sauf que c'est l'homme qui ne pourra pas s'adapter à ça. Oui, c'est pour ça que je dis la réflexion ou les actions doivent tourner autour de l'adaptation
et surtout de l'atténuation. On peut atténuer, mais aussi on peut s'adapter. Exactement. Alors, atténuer, éviter que ça soit... Voilà, atténuer, par exemple, en menant des... Si on revient un peu sur les solutions, on peut... Oui, on va revenir dans un instant, on va faire une courte pause, mais moi juste pour finir, parce qu'on a parlé du dérèglement climatique et du constat, des conséquences, mais qu'en est-il sur la santé, rapidement, sur la santé humaine pour ceux qui nous regardent? Ça a un impact, ça c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors, le changement climatique a des impacts, de nombreux impacts sur la santé. D'abord, si on prend la question de l'augmentation de la température dans les pays sahéliens, bien sûr. Alors ça entraîne des maladies tropicales comme le paludisme ou des maladies cardiovasculaires, la dengue, etc. La fièvre jaune, etc. Alors, fièvre jaune. Alors, les inondations également, tout ce qui est inondation, on sait tous que le paludisme est lié à des piqûres de moustiques. Alors, les eaux stagnantes et tout, ça entraîne justement la prolifération de moustiques et ça entraîne justement des maladies comme le paludisme. Bien sûr. Alors, d'autres problèmes liés à la pollution. Donc, la pollution et ça, on le ressent tout de suite. Voilà, une des causes du changement climatique, ça entraîne des maladies pulmonaires comme l'asthme, comme la bronchite, etc. Donc, effectivement, il y a un lien, ou il y a des liens étroits entre changement climatique et santé. Donc, agir pour atténuer et s'adapter face au changement climatique permettrait justement de réduire les dépenses de santé publique dans beaucoup de pays, notamment africains. Très intéressant. Merci beaucoup, Dr Cheikh Cissé. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. Aujourd'hui, on parle du dérèglement climatique. Allez, courte pause et puis on revient. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Vox Live. Aujourd'hui, on parle de changement climatique en Afrique avec nos deux invités. Alors, la première partie a été dédiée aux conséquences du changement climatique sur l'environnement et sur la santé humaine. Maintenant, on va parler des causes. Pourquoi on a ce dérèglement climatique? À cause de quoi on a ce dérèglement climatique? Alors, très bien. Il y a un principe qui dit que le dérèglement climatique est lié à une responsabilité commune de tous les pays, mais une responsabilité différenciée. Alors, je m'explique. Alors, les pays développés ont connu une industrialisation au 19e siècle. Alors, ils ont beaucoup pollué l'atmosphère à travers l'industrialisation, la révolution industrielle qui est partie de l'Angleterre jusqu'au sud de l'Europe. Et donc, cette industrialisation, d'après beaucoup de chercheurs, a causé justement les prémices, en tout cas, de ce changement climatique. Alors, les scientifiques disent que le changement climatique est lié à la consommation d'énergie fossile, comme le pétrole, le gaz, etc. Et parce que ces gaz-là produisent, en tout cas, le CO2. Le CO2 qui est un gaz qui, à force de l'émettre, peut entraîner justement la destruction du trou d'ozone. Et donc, forcément, ça entraîne des rayons ultraviolets. Et ça réchauffe la planète. Bien sûr, donc on est d'accord, l'industrialisation du monde, notamment de l'Occident, a entraîné, donc c'est une des causes principales. C'est une des causes principales d'après les chercheurs. Bien sûr. Mais effectivement, il y a d'autres causes secondaires, comme actuellement ce qu'on fait dans nos villes, dans nos pays. On déforeste les forêts, on bétonise à outrance. On essaie on utilise en tout cas des produits qui ne sont pas forcément bénéfiques pour l'atmosphère. Et donc forcément, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, le climat montre ses caprices. Exactement, il y a aussi le transport, c'est aussi très polluant. Les voitures, les camions, tout ça. Et donc ce qui fait que, voilà, la plupart des pays du Sud, aujourd'hui, subissent plus les conséquences du changement climatique que les pays du Nord qui ont cette responsabilité historique dans les causes. Bien sûr. Donc on l'a dit, hein, donc le transport, mais aussi il y a un secteur, l'agriculture et l'élevage. C'est vrai que quand on dit ça aux gens... La production de méthane. Exactement. Ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas que avoir une vache, eh bien, ça pollue énormément. Oui, tout à fait. Bon, ça dépend, quoi. Je ne sais pas, le paysan qui est quelque part au nord Cameroun, qui a ses vaches dans la prairie, bon, il ne va pas dire qu'il pollue. Il pollue. Les vaches intensives, en fait. Intensif, où on doit devoir utiliser pas mal de produits chimiques, on doit devoir pomper. Donc, c'est quoi? C'est l'élevage intensif qui est problématique. C'est justement à ce niveau
où on responsabilise l'Afrique de quelque chose dont elle n'est pas responsable. Parce qu'en général, nos éleveurs en Afrique sont absolument bio, parce qu'eux, ils n'utilisent pas de produits chimiques. Ils sont vraiment des animaux élevés à l'herbe naturelle. Maintenant, on peut dire en fait que la question du changement climatique, ça cause, en fait, c'est encore une fois de plus un sujet qu'on essaie de pervertir. Pervertir dans quelle mesure? Parce que les Européens, avec la révolution industrielle, ils ont créé pas mal de produits, comme je citais tout à l'heure, qui émettent des CO2 et tout, qui ont dégradé la couche d'ozone, qui entraînent le réchauffement climatique. Mais puisqu'ils sont déjà développés, ils viennent nous dire en Afrique, attention, n'utilisez pas votre pétrole parce que ça va nous polluer. Pour le coup, c'est une bonne question et je me retourne vers vous. Quelle responsabilité a l'Afrique dans ce changement climatique et les conséquences? Je ne dirais pas que l'Afrique n'a pas une responsabilité, mais elle est minime, cette responsabilité. C'est-à-dire? Ce qui fait, bon, parce que tout simplement, les économistes disent généralement que le développement vient avec l'industrialisation. Alors aujourd'hui, l'industrialisation consomme énormément d'énergie fossile. Et donc, l'Afrique est très, très peu industrialisée. Et donc, moi, je pense que historiquement, l'Afrique, je ne dirais pas, elle n'est pas, en tout cas, elle ne fait pas partie des causes de ce changement climatique, mais en tout cas, sa responsabilité est extrêmement minime comparée. On parle de 3 à 4% à peu près? Voilà, 4% à peu près, d'après les chiffres. Et voilà, c'est là où émerge la question de justice climatique. Donc, voilà, on souffre plus, enfin, l'Afrique souffre plus. Et pourtant, elle émet moins de CO2, elle émet moins de polluants. Et donc, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, dans les conférences internationales, on essaie de dire qu'il faut compenser l'Afrique. Il faut. Bien sûr. Voilà. Mais pour le coup, comment on l'explique? Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est-à-dire que l'Afrique, on dit qu'elle pollue à hauteur de 3-4%. Néanmoins, c'est elle qui subit le plus. Donc, oui, c'est elle qui subit le plus. Ici, en France, par exemple, en fait, la proximité de l'Afrique à l'Europe est beaucoup plus forte qu'on ne pense. Parce que parfois, ici en France, on reçoit des grains de sable venant du Sahara. C'est vrai. Et aussi, inversement, on a aussi du CO2 qui se déporte vers l'Afrique. Bien sûr. Donc, même sans polluer, on subit les effets de la pollution. Donc, l'Afrique est en même temps une victime et en même temps une des solutions parce que une des plus grosses sources d'énergie au monde, c'est en Afrique. C'est-à-dire tout le Sahara, c'est des zones propices pour tout ce qu'on a comme plaques photovoltaïques, pour produire de l'énergie verte, dont l'énergie sans émettre de CO2. Donc l'Afrique est en même temps ce potentiel-là. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, vous parlez de la justice écologique. Il faut la justice climatique. Il faudrait justement que les pays qui polluent puissent aider l'Afrique à ne pas passer par cette étape-là. C'est-à-dire qu'on soit obligé de repasser par les fossiles avant de ressortir plus tard. Donc l'Afrique peut directement passer aux énergies vertes dans son processus de développement. Bien sûr, on va en parler dans un instant. Concrètement, on a parlé des conséquences globales dans le monde. L'Afrique, quelles sont les conséquences? Encore une fois, petit pollueur, mais conséquences importantes sur le continent africain. C'est quoi les principales conséquences sur le continent africain? On parle de déplacement de population, on parle de déforestation, on parle de plein de choses. Oui, les conséquences sont nombreuses. Bien sûr. Je les ai citées tout à l'heure. Enfin, en tout cas, dans le domaine de même en Afrique, dans le domaine de la santé, bon, toutes les maladies que j'ai citées sont liées au changement climatique. Dans le domaine de... Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Africains qui migrent pour des raisons climatiques. Bien sûr. Donc, ils quittent leur champ, qui quittent leur travail pour aller trouver des lendemains meilleurs. Et ça a plein de conséquences. C'est-à-dire que ça augmente la pauvreté, c'est des populations qui se séparent de plein de choses. C'est ça. Il y a plein de conséquences. Du coup, le changement climatique appauvrit la population. Bien sûr. Alors, quand la population est appauvrie, elle cherche refuge ailleurs. Et donc, ça aussi, c'est une conséquence importante aujourd'hui liée au changement climatique. Alors, il y a d'autres conséquences liées à, par exemple, bon, je parle de migration climatique, j'ai parlé de santé, mais aussi j'ai parlé de comment dire, de la dégradation du cadre de vie, enfin des cadres de vie. Aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes villes comme Dakar, comme Abidjan, il y a une sorte de bétonisation à outrance. Alors, la température est tellement lourde qu'on n'arrive pas à respirer. Donc, ce manque comment dire, de végétalisation dans les villes, etc., aussi a un lien direct avec le changement climatique et forcément, ça entraîne une baisse de l'espérance de vie pour les personnes âgées. Exactement, tout à fait. Moi, je vais me retourner vers vous, Yannick.
l'impact économique, il est important aussi. Oui, on a l'impact économique aussi sur les domaines de la santé, les domaines de la... Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les zones périurbaines, c'est-à-dire toutes les localités en bordure des grandes villes, sont victimes. Parce que les cours d'eau, leur débit diminue, ce qui fait que beaucoup de peuples qui se servaient des cours d'eau ont non seulement des volumes d'eau limités, mais également plus pollués parce que lorsque l'eau a un débit important, même les déchets circulent beaucoup plus vite. Lorsque le débit est petit, ça circule beaucoup, ça stagne et parfois même en son sèche, on a carrément des mares d'eau dans les cours d'eau que ça sèche et du coup les populations sont en manque d'eau pour le pâturage et on se retrouve en situation assez conflictuelle parce qu'il y a maintenant le conflit entre l'homme et la bête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, on privilégie qui? La vache ou l'homme? Donc, on a des situations assez ubuesques qui se posent maintenant en Afrique et principalement dans les zones sahéliennes qui se deviennent très préoccupantes. Et c'est dommage en fait qu'on n'en parle pas assez. Chaque fois que les Africains parlent de climat, c'est dans des sommets en Occident. C'est ça. Donc, je n'ai jamais vu un sommet organisé par l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA pour dire ok, parlons du climat, parlons de l'impact sur nos populations. Et c'est aussi une des causes de la précarité qui génère tout ce qu'on a comme djihadisme et tout. Parce que les populations, dans la précarité, se voient offrir de l'argent, ils y vont, quoi. Donc, les conséquences sont vraiment multiples et étendues sur plein de domaines. La santé, la sécurité, même, y compris même au niveau politique. Oui. Parce que si on a les instabilités, ça dégénère sur la politique. Donc les conséquences sont incalculables. Les conséquences du changement climatique non maîtrisées et non appréhendées en Afrique. Parce que, comme on a dit, c'est que le climat change, sauf qu'il faut le maîtriser en reboisant. Et en Afrique, on a toujours des gens qui sont un peu plus en avance. C'est en Afrique de l'Est, parce que j'ai vu plusieurs là-bas, plusieurs jeunes qui sont vraiment engagés dans le reboisement. Oui, on peut citer Wangari Maathai Maathai, donc la femme qui plantait des arbres, qui a eu un prix Nobel d'ailleurs. Et tout récemment, il y avait une journée, je pense que c'est la journée internationale de l'arbre. Alors le Sénégal l'a célébré, tous les ministres étaient partis dans leur village, dans leur ville et planter un arbre. C'est important en tout cas. C'est des initiatives qui sont importantes qu'il faut promouvoir, exactement. Alors face aux effets dévastateurs du changement climatique en Afrique, que fait la communauté internationale? Est-ce qu'elle agit? Alors, moi je pense que la communauté internationale agit, mais en faveur des pays développés. Donc je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui participent dans ces sommets, les COP, etc. Mais leur voix ne compte presque pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une négociation, on va dire, beaucoup plus équilibrée du changement climatique. Il faut que les pays africains aient une voix beaucoup plus autorisée, une voix beaucoup plus audible, en tout cas pour faire face à ces initiatives au niveau international. Bon, il y a beaucoup de fonds qui sont créés, par exemple le fonds vert sur le climat, enfin, les crédits carbone, enfin, etc. Il y a tellement d'initiatives qui sont mises en avance, mais sauf que ces initiatives-là ne règlent pas forcément le problème. Donc il faut que l'Afrique parvienne à négocier et à porter sa voix de manière audible pour que les choses changent, quoi. Il y a quand même le Fonds vert, par exemple, pour le climat, qui a été créé par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et son objectif, c'est tout simplement pour aider les pays en développement, donc à financer les projets d'adaptation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a pas mal de fonds. Par exemple, on a aussi le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM. On a aussi des financements donc, bilatéraux et multilatéraux. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place, mais pour le coup, pour vous, c'est quoi? C'est un leurre? En fait, l'Afrique, il va généralement, comme d'habitude, malheureusement, en termes comme le mendiant, c'est-à-dire celui qui peut commander des ressources. Or, l'Afrique a beaucoup à offrir. On a, par exemple, les mécanismes de crédit carbone. Vous ne verrez aucun président, aucun gouvernement africain y aller avec des dossiers concrets de crédit carbone. Par contre, de l'autre côté, on a justement des industriels qui, peut-être pour maintenir des prix de carburant hauts, viennent en Afrique décourager les projets d'investissement, soit disant que ça va générer du carbone. Donc on a encore une fois un instrument, mais qui est détourné par des intérêts privés ou bien pour justement détourner l'objectif de promouvoir l'environnement. Donc eux, ils se disent toujours, tant que ça peut profiter, c'est tant mieux. Donc l'Afrique doit apprendre à imposer sa voix dans ces organismes et le tout, c'est d'abord
d'avoir son propre agenda, parce que l'Afrique n'a pas d'agenda connu pour le climat. On est d'accord par rapport à ça. Et on va quand même parler des initiatives spécifiques donc, en Afrique, notamment la Grande Muraille verte. C'est important de parler. C'est un projet quand même panafricain et dont on ne peut que souligner son importance, donc, qui vise à lutter contre la désertification en plantant une ceinture d'arbres traversant donc, le continent du Sénégal à Djibouti. Donc c'est une initiative qui aide à restaurer les terres dégradées, à capter le carbone et à soutenir les moyens de subsistance des populations locales. Donc il existe quand même des initiatives portées par le continent africain, donc on en parle quand même ici sur le continent, donc ça reste quand même dans l'agenda africain. Donc il y a aussi des programmes de gestion intégrés pour les zones côtières, donc, parce que oui, l'alarme a été comment dire, lancée, notamment par ces habitants qui vivent dans des zones côtières qui disent attention, il y a 20 ans on en était là, aujourd'hui on en est là, je pêche, j'ai plus de poissons, etc., etc. Donc le peuple joue un rôle important dans cette prise de conscience du changement climatique. Donc voilà, il y a quand même des programmes. Il y a aussi la FAO, la PAM, etc. etc. Donc oui, mais est-ce que cela va suffire ? On n'en est pas sûr, mais on peut parler quand même de justice climatique, c'est-à-dire qu'on a parlé très peu au début. Justice climatique, c'est-à-dire que l'Afrique, encore une fois, pollue le moins, mais a le plus de conséquences sur son territoire. Donc aujourd'hui, est-ce que l'Afrique peut s'organiser et demander cette justice climatique, à savoir attention, qu'est-ce que vous faites, le monde ? Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, justement. C'est ce que l'Afrique doit faire. C'est-à-dire imposer aux autres cette justice, en fait, demander justice au climat, parce que quand même, ce changement climatique entraîne énormément de dégâts qu'on a déjà cités ici sur le continent. Et pour ce faire, moi je pense qu'il ne faut pas aller dans ces conférences internationales et faire un peu d'actes de présence, ou en tout cas l'Afrique a son mot à dire, l'Afrique a beaucoup à faire, l'Afrique a beaucoup à apprendre aux autres. Et je pense que c'est ça qu'il faut valoriser dans ces conférences internationales et imposer les autres à respecter justement cette demande-là. Mais est-ce que l'Afrique peut-elle demander des réparations ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible pour que l'Afrique demande, en tout cas les pays africains demandent des réparations par rapport à ce qu'elles vivent ? En fait, oui, ça c'est une partie de la solution. Mais une fois de plus, l'Afrique doit éviter de se mettre toujours en position de la victime résignée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de banques centrales en Afrique qui se sont appropriées le climat comme objectif d'investissement. Parce que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on observe en Occident? C'est qu'on n'a plus les fonds d'investissement dédiés au climat ne font que croître avec une croissance de plus de 6% par an. Bien sûr, on va parler dans un instant concernant les opportunités au changement climatique que l'Afrique peut tirer. En fait, ça c'est déjà la responsabilité, c'est-à-dire le fait d'introduire cette variante dans le système de gouvernance au quotidien, bien sûr, dans le système financier, ça fait en sorte qu'on se l'approprie beaucoup mieux que si on doit rester attendre que Paris ou je ne sais pas Londres organise une conférence pour qu'on y aille commander. Je pense qu'il faut avoir un agenda africain. Oui, avoir notre propre programme, s'approprier, parce que le climat, ce n'est pas quelque chose qu'on résoudra à coup de marché public, comme on aime faire. Mais c'est quoi? Ça veut dire que l'Afrique, les autorités africaines n'ont pas une vision à long terme concernant le climat? Ils n'ont pas de stratégie claire, nette, identifiée? Moi, je pense que le problème, le principal problème, c'est que, comme j'ai dit quand j'étais là la dernière fois, c'est que la question climatique n'est pas considérée parfois comme une priorité. Oui. C'est ça le problème. Et il y a beaucoup d'études. Il y a une étude très populaire de l'université de Potsdam en Allemagne, qui dit que l'inaction coûte plus cher que l'action au présent. L'inaction au futur coûte plus cher que l'action. Et donc, forcément, il faut que ces politiques-là parviennent à considérer la question du changement climatique comme une priorité. Ce n'est pas de la science-fiction. Comment ne pas considérer ça comme une priorité alors que les effets sont largement visibles sur le continent africain? C'est là où doit intervenir la volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ça, d'abord, et dire que, voilà, moi, dans toutes les politiques au niveau national, local, etc., je dois y inclure la dimension climat. C'est ça qui va régler le problème. Mais si on essaie de dire que le changement climatique, c'est l'affaire des Européens, c'est l'affaire du... Alors qu'on subit, on est les premières victimes, mais on peut encore dire ça. On a un exemple palpable en Afrique, c'est le lac Tchad, qui a perdu près de 80% de sa surface en moins de 100 ans. Tout à fait, le lac Tchad. On voit même les pays, il y a eu plusieurs initiatives où les pays impliqués attendaient toujours que c'est les autres qui viennent leur dire quoi faire. Donc, ils étaient toujours contents d'attendre qu'il y ait les financements. Or, ce sont des initiatives communautaires, c'est-à-dire c'est à l'État
de gérer avec ces populations pour leur dire, OK, débrouillez-vous pour que chaque année, quelqu'un plante un arbre par an en moyenne. Avec plus de 300 millions de personnes qui vivent autour de cette région, je crois qu'on aura un reboisement assez rapide et moins coûteux. Donc l'approche est déjà problématique parce qu'ils ont deux approches. Celle où on va aller aux conférences, je ne sais pas dans quel pays, attendre qu'on nous donne de l'argent. Et l'approche des marchés publics, où on va dire, OK, je gagne le marché pour planter 100 arbres. Ça fera 100 000 francs CFA par arbre et tout. Or, c'est impossible d'y arriver avec ça. Mais pour le coup, la justice climatique peut être stratégique, c'est-à-dire à savoir, vous polluez, à cause de vous, on a des problématiques, et on récupère cet argent, parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir combattre le changement climatique, et finalement, on investit correctement dans des actions pérennes, importantes, impactantes, pour stopper en tout cas les effets du changement climatique. Oui, en fait c'est nécessaire, mais c'est périphérique. Le centre de l'histoire, c'est nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, à côté, on peut justement avoir des choses comme la justice climatique qui vient apporter des ressources en plus, c'est tout bénef. Mais les initiatives principales, ce sont les initiatives au niveau étatique, local et continental. C'est ça. Donc c'est à nous de prendre le sujet en main, d'avoir une solution, parce qu'il est bizarre qu'on ait cette dégradation du lac Tchad et qu'à ce jour, personne n'en parle. Bien sûr. En fait, je comprends ce que vous voulez dire. Mais néanmoins, encore une fois, l'impact, en tout cas, la responsabilité du monde, elle est tellement importante qu'on ne peut pas omettre cette justice climatique. On peut pas polluer le monde à 3-4% et se dire, oui, mais bon, d'abord, voyons-nous, chez nous, d'abord, ce qu'on peut faire. Non, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'extérieur quand même et qui doivent payer, mais qui doivent avoir un impact aussi important, positif sur le continent africain. Donc, le minimiser, pour moi, non, c'est pas minimiser, c'est que la nuance, c'est ceci. C'est que chaque fois qu'on veut sous-traiter nos sujets aux étrangers, eux, ils viennent avec leur agenda. Mais est-ce que c'est forcément, justice climatique, c'est forcément sous-traité? C'est s'organiser en tant que pays africain et aller taper du poing en disant arrêtez déjà vos comportements polluants. Déjà, il y a ça aussi. Comme vous dites, il faut stopper les effets, les actions qui nuisent au changement, au changement climatique. Et donc, il faut taper du poing, il faut s'organiser et finalement porter sa voix de manière forte. Parce le souci, c'est au niveau on peut s'organiser à l'intérieur, mais en fait, le souci, c'est au niveau de l'exigibilité de ce droit-là, c'est-à-dire comment les amener à légiférer. Je prends le cas, par exemple, juste de la France. Pour engager une dépense, il y a un processus. Or, si ce n'est pas prévu par les lois françaises, ça ne passe pas, en fait. Donc, du coup, on a un problème de réalisation, de modélisation de cette justice climatique-là. Donc, ça fait partie justement des sujets que l'Afrique peut amener au Conseil des Nations, comme à l'ONU et tout. Bien sûr, mais ça prendra beaucoup de temps. Mais sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en attendant que toutes ces choses-là se mettent en place, il faut prendre des initiatives locales et régionales pour essayer d'avancer le maximum qu'on peut. En attendant, si ça arrive au bout de 10 ans, c'est tant mieux. Mais sinon... En tout cas, la justice climatique est quand même reconnue au niveau des Nations Unies. Et il y a vraiment des actions qui ont été mises en place et des programmes qui existent. Attention, c'est... Voilà. Tout à fait. Je vous en prie. Moi, je pense qu'en plus de ça, effectivement, il faut reconnaître la justice climatique au niveau international. Mais en plus de ça, l'Afrique doit faire des efforts en termes de politique interne. C'est-à-dire que l'Afrique doit comprendre que le changement climatique, c'est elle la première perdante. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord cette prise de conscience avant de jeter en tout cas la pierre aux autres. Enfin, il faut essayer de dire que voilà, le problème c'est d'abord interne. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a un problème. Il faut que ce problème-là soit considéré comme une urgence qu'il faut traiter dans toutes les formes de politique qu'on peut mener. Mais pour le coup, vous pouvez comprendre les dirigeants. Ils se disent, mais attendez, nous, on est coupable à 3-4%. Finalement, ce n'est pas nous les premiers coupables. Non, mais ça se défend. On peut se mettre dans cette position-là, à savoir, on n'est pas les premiers coupables. Donc, finalement, on peut s'attendre à ce que les autres, finalement, réparent. Oui, c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime de réclamer réparation et tout. Mais c'est comme, je donne un exemple qui sort un peu du sujet, c'est quand, par exemple, on dit la pauvreté de l'Afrique, c'est la colonisation et l'esclavage. Ce discours, bon, c'est vrai, hein, en partie, il y a une cause, mais c'est assez simpliste, aujourd'hui, en 2024, de dire le Sénégal est pauvre, le Mali est pauvre, parce que c'est l'esclavage, c'est la colonisation. Moi, je pense que, oui, justice climatique, il faut demander réparation et tout, mais d'abord, pour moi, c'est la prise de conscience politique, la volonté politique au niveau local. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de prise de conscience. Il y a quelques volontés ça et là,
Mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas une question prioritaire. Aujourd'hui. Et pourquoi ce ne serait pas une question prioritaire? Est-ce que finalement, ils ont les mains assez libres pour pouvoir finalement avoir un impact sur cela? C'est-à-dire demander aux citoyens de planter un arbre, est-ce que ça va suffire à changer la donne? En fait, comme il dit, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. Si je prends par exemple le cas de certaines zones que je connais très bien, au départ, il y avait des cours d'eau qui généraient justement une faune et une flore dans les environs. Ces endroits ont été détruits pour l'agriculture. Et au bout de 7-8 ans, l'agriculture a asséché la place. Donc du coup, le cours d'eau qui était dans les environs, il a disparu. Et c'est comme ça justement qu'au bout de 10 ans, les populations n'ont plus d'eau. D'accord, mais par exemple, ils auraient dû quoi? Empêcher la population de... Maintenant, c'est à l'État de créer des politiques de proximité pour déjà éduquer les gens sur la question, bien sûr. Sensibiliser au niveau décentralisé, c'est-à-dire au niveau des mairies. Chaque mairie met sur son coup d'eau, sur ses berges et tout, de façon qu'au moins on limite les dégradations. Donc c'est pour ça en fait que si on veut juste se concentrer sur l'aspect international, on oubliera la cause immédiate. Est-ce qu'on ne peut pas se concentrer sur les deux, tout simplement? Moi, je pense que c'est à toutes les échelles. À toutes les échelles. Alors, à l'échelle internationale, à l'échelle continentale. Tu as cité tout à l'heure l'exemple de la Grande Muraille Verte. Ça, c'est à l'échelle continentale. Mais au niveau national, par exemple, tous les pays africains aujourd'hui doivent avoir des plans climat. Alors, les collectivités à l'échelle locale, les collectivités également doivent mener des politiques. Mais dans les différentes politiques, il faut qu'elles incluent la question du climat. C'est-à-dire, je donne un exemple. Par exemple, dans la question des mobilités, on peut dire, par exemple, on essaie d'éviter les mobilités polluantes, enfin les véhicules polluants, et privilégier le vélo. Bien sûr, il y a des actions qui peuvent être prises au niveau national, on est d'accord. À toutes les échelles qu'il faut. À toutes les échelles, et c'est important de le dire, c'est-à-dire que pour combattre quelque chose, surtout la grandeur des choses, parce que quand on parle de changement climatique et l'impact, il est considérable. Et même les pays occidentaux peuvent être en partie, à certaines mesures, dépassés par même la situation. C'est ça. Donc, à l'échelle nationale, il faut sensibiliser, il faut éduquer les populations. Pour vous, c'est primordial et qu'il y ait une véritable volonté politique. Ça commence par là. On a une marge de manœuvre. En plus, on a une marge de manœuvre. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux de croissance parfois à 2 chiffres. Alors, l'avantage qu'on a comparatif comparé aux autres, c'est qu'on a encore du chemin pour se développer. Donc, on peut parvenir à décorréler la consommation d'énergie fossile et la croissance économique. C'est-à-dire en utilisant des énergies renouvelables, etc. L'idée, ce n'est pas d'aller vers ce qu'on appelle la décroissance, qu'avait préconisé le Club de Rome avec le rapport Meadows en 1957. L'idée, ce n'est pas ça, mais parvenir à décorréler la croissance économique et la consommation d'énergie fossile. Donc ça permettrait d'avoir une croissance propre et ça permettrait d'anticiper justement ces questions liées au changement climatique. Bien sûr, en tout cas, moi je reprends les paroles de M. Yannick Fournier, à savoir on ne doit pas imposer à l'Afrique d'arrêter son industrialisation pour cause de changement climatique. On est d'accord sur ça? C'est ça. Tout à fait. Surtout pas. Tout à fait, surtout pas. Ouais. On ne peut pas nous priver du seul levier que nous avons. C'est-à-dire si on soustrait aujourd'hui à l'Afrique le gaz, le pétrole, qu'est-ce qui nous reste? Donc, il faudrait déjà qu'on mette cette idée-là de côté et qu'on puisse avoir des solutions qui puissent permettre à l'Afrique de se développer. Bien sûr. Une fois de plus, j'insiste en fait sur le fait que les causes et les conséquences sont beaucoup plus locales. Parce qu'on a une industrialisation parfois qui est... Les causes sont beaucoup plus locales ou les conséquences plutôt? Les deux. Parce que dans les cités, les grandes villes, on a, si je prends juste le cas des décharges, urbaines où on jette carrément dans un coup d'eau qui finalement le bloque. Et j'ai vu, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup investi dans ce domaine-là pour justement désengorger les cours d'eau pour que ces cours d'eau puissent continuer de circuler normalement, essayer de protéger les forêts pour préserver la faune. Parce que tout le monde sait en fait que ce sont les oiseaux qui disséminent les semences d'arbres. Et puis, vous l'avez dit, c'est une question de santé publique. Tout à fait. C'est-à-dire que ne serait-ce que ça, on parle de changement climatique, mais on parle de santé publique. Et il y a eu des scandales au niveau de l'exploitation pétrolière, des zones, par exemple au Nigeria, où du fait de l'exploitation pétrolière, on a déversé des déchets dans les zones qui ont asséché toute une faune et tué toute la flore.
Même au niveau urbain, on parle de flore, mais on parle d'humain aussi. C'est-à-dire que la flore, c'est une chose, mais on parle d'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morts en Afrique et on n'arrive pas à les compter, mais qui meurent à cause de ce changement climatique, à cause des effets et des problèmes sanitaires. Donc on est d'accord sur ça. Je pense que ça rejoint au principe de la responsabilité commune, mais partagée. Oui, exactement. La responsabilité commune et partagée. Donc voilà. Merci beaucoup à nos invités. C'était très, très, très intéressant. J'espère qu'on vous a donné des éléments de réponse à vos questions, chers téléspectateurs. Vous étiez sur Vox Live. Aujourd'hui, on a parlé de changement climatique en Afrique. Merci beaucoup Yannick Fournier. Merci beaucoup Dr Cheikh Cissé. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live.